Et si je vous disais que la sciure de bois ordinaire et les déchets de papier sont, en fait, une industrie de 25 milliards de dollars? Chaque année, à partir d'eux, il serait possible de construire une route autour de toute la planète. Mais comment ces déchets se transforment-ils en le mobilier parfait que nous avons chez nous? C'est le chemin de la poussière au design, un voyage à travers le feu, la pression et l'ingénierie géniale, où ce qui était autrefois considéré comme un déchet renaît comme un pilier de notre vie quotidienne. Le voyage commence non pas dans des forêts vierges, mais dans d'immenses parcs industriels, où des montagnes de ce qui était autrefois considéré comme des déchets attendent leur transformation. La base des panneaux de fibres de densité moyenne ne sont pas des troncs entiers, mais plutôt de la sciure, des copeaux, des chutes de bois et même du vieux papier recyclé. C'est le triomphe de l'utilisation rationnelle des ressources. Ces montagnes de déchets de bois sont transportées à l'usine et en premier lieu subissent un nettoyage en profondeur. De puissants aimants suspendus au-dessus des tapis roulants extraient toute impureté métallique, clous, agrafes, fragments d'outils oubliés. Ensuite, des systèmes de criblage séparent le sable et les pierres, qui pourraient endommager les coûteux équipements. Après cette phase, la matière première entre dans un immense réservoir où elle est lavée et traitée à la vapeur chaude. Mais cela n'est pas fait par souci de propreté. L'objectif est d'attendrir la lignine, la colle naturelle qui maintient les fibres du bois ensemble. La vapeur pénètre dans la structure, la rendant plastique et la préparant à l'étape la plus cruciale de tout le processus. Pour transformer cette masse en un ensemble cohérent, il faut d'abord la démonter jusqu'à ses composants les plus infimes, presque jusqu'au niveau atomique de sa structure. Maintenant commence l'étape la plus importante, celle qui distingue fondamentalement le MDF de son parent plus grossier, l'aggloméré. Les copeaux préparés et ramollis sont alimentés dans une machine appelée défibreur ou raffineur. Imaginez deux gigantesques plateaux métalliques, semblables aux meules d'un moulin, qui tournent l'un contre l'autre à une vitesse énorme. À leur surface, il y a un motif complexe de saillies tranchantes et de rainures. La masse de bois entre entre ces disques et ils la peignent littéralement jusqu'à ses composants les plus fins, la décomposant en fibres de bois individuelles. Ce qui en sort ne sont plus des copeaux. C'est quelque chose de semblable à un coton moelleux et humide, une sorte de farine de bois. Nous venons de déconstruire le bois jusqu'à ses briques de base. Ce processus est le cœur de la technologie, l'alchimie qui transforme des résidus grossiers en une matière première, noble, prête pour une nouvelle vie. Chaque fibre, maintenant séparée, est le bloc de construction parfait pour créer une structure homogène et incroyablement dense. Ensuite, cette masse fibreuse doit être séchée, mais cela doit être fait très rapidement, avant que les fibres ne commencent à s'agglutiner les unes aux autres de manière chaotique. Pour cela, elles sont soufflées dans un long tube de séchage chaud. Un courant d'air chaud, à une température précisément contrôlée, capte les fibres et, tandis qu'elles volent à travers ce tube, toute l'humidité excédentaire s'évapore en quelques secondes. Et ici, tandis que les fibres sont encore chaudes et volent dans ce tourbillon, a lieu l'étape clé suivante, le collage. Dans le courant d'air, par des buses spéciales, est injectée une fine brume de liant. Généralement, c'est de la résine, urée-formaldéhyde, notre future colle. Cette brume enveloppe chaque minuscule fibre, la recouvrant d'une fine pellicule collante. C'est une méthode incroyablement efficace qui garantit une répartition parfaitement uniforme de la colle, quelque chose d'impossible à obtenir avec un mélange mécanique. Maintenant, cette masse imprégnée de résine, sèche et légère comme une plume, est prête à devenir un panneau. Sèche et imprégnée de colle, cette masse légère est prête à devenir un matelas, mais pas encore une plaque. La nappe de fibres, maintenant parfaitement préparée, entre dans la formeuse.
Le flux de fibres se dépose sur une large bande transporteuse en mouvement, formant un tapis épais, moelleux et d'une épaisseur absolument uniforme. Des rouleaux spéciaux le compactent légèrement, éliminant l'excès d'air, et des lames géantes coupent des morceaux de la longueur requise. Ceci ressemble déjà à un futur panneau, mais pour l'instant, ce n'est qu'un matelas épais et doux de flocons de bois. L'uniformité de ce tapis est d'une importance capitale, car toute variation de densité à ce stade entraînera un défaut dans le produit final. La précision de l'automatisation garantit que chaque centimètre carré du futur panneau contienne exactement la même quantité de matière. Ce matelas souple de particules de bois attend son test final, l'étreinte d'un géant d'acier. Et puis vient le point culminant de tout le processus, le pressage à chaud. Ce tapis moelleux entre dans une presse géante. Il peut s'agir d'une presse multi-étages qui comprime simultanément une pile entière de panneaux ou d'une presse continue semblable à des chenilles géantes en mouvement. Et ici, sur notre tapis, deux facteurs puissants agissent simultanément. Premièrement, une pression colossale. Les plaques de la presse compressent notre matelas moelleux avec une force de centaines de tonnes, réduisant son épaisseur plusieurs fois et expulsant tout l'air. Les fibres de bois sont pressées fermement les unes contre les autres, formant une structure incroyablement dense. Deuxièmement, une température élevée d'environ 200 degrés Celsius. Cette chaleur fait deux choses. Elle active la résine, la faisant polymériser et coller fermement les fibres en un monolithe unique. Et en même temps, elle évapore les restes d'humidité qui sortent du panneau sous forme de vapeur sifflante. En quelques minutes, dans cette étreinte d'acier, le tapis moelleux se transforme en un panneau de MDF dur, dense, parfaitement plat et encore très chaud. Du feu et de la pression naît la plaque parfaite. Mais pour qu'elle acquiert sa force éternelle, elle doit refroidir et se reposer. Après le pressage, les panneaux chauds ne peuvent pas être simplement empilés. Ils doivent être refroidis pour éliminer les contraintes internes qui pourraient provoquer des déformations. Ils sont placés dans un refroidisseur en étoile, semblable à un gigantesque fichier rotatif, où ils refroidissent lentement tout en étant soufflés avec de l'air. Lorsque les panneaux ont refroidi, il est temps de leur donner une apparence commerciale. Premièrement, ils sont empilés en haute pile et laissés au repos pendant plusieurs jours pour stabiliser leur structure interne. Ensuite, chaque panneau passe par une machine à poncer. Imaginez une ponceuse à bande géante avec plusieurs têtes. De larges bandes abrasives enlèvent une fine couche superficielle des deux côtés, amenant le panneau à une épaisseur parfaitement précise, par exemple 16 ou 18 mm, et créant cette fameuse surface lisse comme du papier. La touche finale est la découpe. D'énormes scies coupent les grands panneaux technologiques en format commerciaux standard. Après cela, chaque lot est soumis à un contrôle de qualité rigoureux, où sa densité, sa résistance, son épaisseur et la qualité de sa surface sont vérifiés. Le chemin des déchets à la surface parfaite est terminé. Mais saviez-vous que... Le principal producteur mondial de MDF est la Chine, qui contrôle plus de 50% de l'ensemble du marché. Et si l'on prenait tout le MDF produit en un an et qu'on construisait avec lui une route de 10 mètres de large, cette route pourrait faire le tour de notre planète par l'équateur chaque année. Ainsi, en passant par le feu, la pression et un calcul précis, la simple poussière de bois se transforme en la base d'objets élégants dans nos maisons. Et en regardant notre table ou notre armoire, nous ne nous doutons même pas du noble chemin qu'a parcouru ce matériau simple. Des fibres microscopiques qui créent le confort. Nous passons aux monolithes de 100 tonnes qui domptent l'océan. Maintenant, voyageons au cœur d'une aciérie où des cendres naissent des titans.
Imaginez une usine où des montagnes de ferraille rouillée ne sont pas des déchets, mais l'avenir. Ici, des électrodes géantes créent un éclair d'une température de 3000 degrés Celsius, transformant des ruines froides en une rivière d'acier en fusion. L'histoire commence dans une immense zone à ciel ouvert qui s'étend sur des hectares, où reposent des montagnes de ferraille. C'est le cimetière de vieux navires, de wagons de trains coupés, de poutres de construction et d'équipements industriels. Sur ces collines métalliques s'élèvent de gigantesques ponts roulants. Au lieu d'un crochet, ils ont un énorme électroaimant ressemblant à un disque volant. Avec un bourdonnement, il descend sur un tas de ferraille et avec un grincement métallique, des tonnes d'acier y adhèrent. La grue transporte cette récolte et la dépose dans un énorme panier en acier appelé panier de chargement. Ce processus ressemble à un enfant géant jouant dans un bac à sable, sauf qu'au lieu de sable et d'une pelle, nous avons du métal rouillé et un aimant de plusieurs tonnes. Lorsque le panier est plein, il commence son voyage vers le cœur du hall de fusion. Et le cœur de la fonderie est un four à arc électrique, une chaudière colossale de la taille d'une petite piscine, revêtue à l'intérieur d'une épaisse couche de briques réfractaires. Au-dessus planent 3 énormes colonnes de graphite, aussi épaisses que les troncs d'arbres centenaires. Ce sont les électrodes. La grue achemine le panier de chargement jusqu'au four. Son fond s'ouvre et avec un fracas assourdissant d'avalanches métalliques, des tonnes de ferraille froide tombent à l'intérieur. La terre tremble sous cet impact. Ensuite, un énorme couvercle ferme le four. Les 3 gigantesques électrodes descendent lentement jusqu'à se trouver à quelques centimètres de la surface du métal. À ce moment-là, l'opérateur applique la tension. Entre les extrémités des électrodes et le métal, un arc électrique jaillit. Ce n'est pas une étincelle, c'est un éclair continu et aveuglant qui frappe avec une force incroyable. Le hall se remplit d'un rugissement profond et assourdissant, semblable à celui d'un avion à réaction au décollage. La lumière de l'arc est si brillante qu'il est impossible de la regarder sans lunettes de protection spéciale. La température dans la zone de l'arc monte instantanément à 3000 degrés Celsius. L'acier, même le plus épais, n'a aucune chance. Il commence à fondre, s'écoulant en filets comme la cire d'une bougie. En 1 ou 2 heures, toute cette montagne de ferraille froide se transforme en un lac bouillonnant et éblouissant de métal liquide. À ce moment, des additifs spéciaux sont ajoutés à la masse fondue, des éléments d'alliage comme le manganèse ou le chrome. C'est comme un chef qui ajoute des épices à un plat pour obtenir le goût parfait. Dans ce cas, la résistance et la plasticité idéale de l'acier. Pendant que l'acier bouillonne, dans une autre partie de l'atelier, le lit du futur géant est préparé. Pendant que le métal fond, dans une autre partie de l'atelier, se déroule un travail non moins important et minutieux, la création du moule. On ne peut pas simplement verser 100 tonnes d'acier dans n'importe quel récipient. Le moule pour une encre est en soi une énorme structure d'ingénierie. Il est fait d'un sable spécial, mélangé à des résines liantes. D'abord, on crée un modèle exact de l'encre, en bois ou en mousse de polystyrène, en taille réelle. Ensuite, ce modèle est recouvert de sable, dans d'énormes châssis de moulage métallique. Le sable est soigneusement compacté, et les résines durcissent, le transformant en une coquille résistante comme la pierre. Le moule est réalisé en 2 moitiés, afin de pouvoir ensuite extraire le modèle. À l'intérieur de ces blocs de sable, on crée un système complexe de canaux. Le système de coulée constitue les vaisseaux sanguins par lesquels le métal fondu s'écoulera vers la cavité, ainsi que des canaux pour l'évacuation des gaz, afin qu'aucune bulle ne se forme à l'intérieur. Lorsque les 2 moitiés du moule sont prêtes, elles sont assemblées, fixées et enterrées dans une fosse de sable profonde dans le sol de l'atelier. Ceci est réalisé afin que la pression colossale du métal liquide ne brise pas le moule. Le moule est prêt et attend dans l'obscurité sous terre. L'heure est venue de libérer la rivière de feu.
Une énorme grue s'approche du four à arc électrique. Le four s'incline et à travers un canal spécial, dans une gigantesque poche appelée poche de coulée, se déverse avec un rugissement un fleuve éblouissant d'acier liquide. La poche, également revêtue à l'intérieur de briques réfractaires, s'élève lentement dans les airs et flotte au-dessus de l'atelier, irradiant une telle chaleur que l'air autour d'elle tremble. Elle s'approche de l'endroit où, au sol, est caché notre moule. Un ouvrier vêtu d'une combinaison ignifuge argentée, semblable à celle d'un astronaute, ouvre la trappe au fond de la poche, et de là s'échappe un puissant jet de métal blanc et doré. C'est comme si quelqu'un versait un fleuve de soleil. Avec un sifflement assourdissant et des gerbes d'étincelles, le métal remplit le système de coulée et commence à se répandre dans la cavité à l'intérieur du moule. Ce processus dure de nombreuses minutes, jusqu'à ce que toute la cavité de 100 tonnes soit remplie à ras-bord. Le titan est coulé. Maintenant commence l'étape la plus longue et la plus tranquille, le grand sommeil. L'énorme masse de métal, cachée sous terre, va refroidir non pas en heures ni en jours, mais en semaines. C'est un processus lent et contrôlé. Un refroidissement trop rapide créerait des tensions internes dans le métal qui le rendraient fragile. Pendant plusieurs semaines, le sol de l'atelier au-dessus du moule reste chaud. Finalement, quand tout a refroidi, arrive le moment de la naissance. Les grues sortent de la fosse un énorme bloc noir de sable et de métal solidifié. Les ouvriers, avec des marteaux pneumatiques et des masses, commencent à briser le moule de sable. Avec fracas et des nuages de poussière, les morceaux de grès se détachent, et de dessous eux apparaît progressivement notre encre. Elle n'est pas encore belle. Elle est noire, couverte d'une couche de calamine, et de laquelle dépassent, dans différentes directions, les restes du métal du système de coulée. Sa surface est rugueuse comme du papier de verre. Le finissage final commence. Les ouvriers, avec des découpeurs plasma qui émettent de flamboyants jets de feu, coupent tout ce qui est superflu. Ensuite, avec d'énormes meuleuses, d'où jaillissent des gerbes d'étincelles, ils nettoient et lissent la surface. Chaque centimètre de l'encre est vérifié aux ultrasons pour garantir l'absence de fissures internes. Le chemin des cendres jusqu'au géant parfait est achevé. Mais comment transporter une création de ce calibre jusqu'au port? Pour transporter un tel produit, on utilise un transport spécial qui semble tout droit sorti d'un film de science-fiction. C'est une plateforme modulaire autopropulsée. Elle repose sur des dizaines, parfois plus d'une centaine de roues petites, mais extrêmement résistantes, chacune pouvant tourner et s'élever indépendamment. Cela ressemble à un mille-pattes métallique géant. À l'aide de l'hydraulique, cette plateforme peut se positionner sous l'ancre, la soulever légèrement, la décollant du sol et la transporter lentement, à la vitesse d'un piéton, jusqu'au port le plus proche. Ce mouvement est une opération spéciale à part entière, où l'itinéraire est calculé à l'avance et la résistance de chaque pont est vérifiée. Et ce n'est qu'après ce long chemin chaud et bruyant que naît un titan de métal parfait, lisse et incroyablement résistant. Il est chargé sur une plateforme spéciale et sort lentement par les portes de l'usine. Ainsi, après avoir parcouru le chemin depuis le chaos rouillé, à travers la chaleur d'un soleil électrique et des semaines de sommeil patient, naît un titan silencieux. Il est prêt à commencer son service au fond de l'océan, maintenant silencieusement en place, l'une des plus grandes créations des mains humaines.